Ça va bien se passer, il a dit. Donc on a confiance. Voilà. Je montre mon traducteur à ma gauche. On va pouvoir commencer la soirée. Non, n'ayez pas trop peur quand même, ça va aller, ça va commencer, tranquille. C'est notre dernière soirée de la saison. Traduit bien, hein, mon ici. Fantastique. Hein. Donc c'est notre dernière soirée de la saison. Notre soirée SAS, notre petit SAS là dans la semaine. Soirée Sciences, Art, Société. Et ce soir, nous allons vous parler de Nos sens nous trompent. Le nez, les oreilles, voilà, les trois petits singes. Nos sens nous trompent totalement. C'est bon? Tout le monde a compris. Et nous allons avoir 3 intervenants. Je tiens quand même à remercier avant tout. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est gentil. Je tiens quand même à remercier donc, la commune de Castelnau qui nous accueille dans cette salle pour la 3e fois en cette saison. Nous espérons pouvoir y revenir l'année prochaine. À remercier aussi tous les bénévoles de l'association et aussi toutes les personnes qui se font payer pour venir, comme nos traducteurs. On paye très très cher. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très cher. Si, je vous promets. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons aussi là-bas au fond, peut-être, notre petit restaurateur préféré, artisan restaurateur. Alors vous pouvez vous lever quand vous voulez, vous pouvez aller chercher à boire, à manger. Les toilettes c'est là derrière, de ce côté, je crois qu'il y en a aussi de ce côté. Voilà, il vous servira tout au long de la soirée. Nous avons aussi notre libraire préféré, le Duc River, qui est là derrière, qui a fait toute une petite sélection de livres sur le thème de la soirée. Donc sur le cerveau et sur ce qui se passe un petit peu dans nos 5 sens, voire peut-être plus, il paraît qu'on en a plus. Et nous avons M. Delsol, ici présent, qui va vous faire quelques petits tours de magie durant la soirée. Je vous remercie. Il y a une tradition qui dit que la langue est cartographiée, c'est-à-dire qu'on sent l'acide au fond, la mer ici, le salé ici et le sucré ici. Et vous venez de me dire qu'en posant des bouts de sel partout, vous avez tous senti. Eh bien, vous êtes normaux, je vous rassure. Vous êtes normaux. Cette cartographie est totalement fausse. Elle traîne encore aujourd'hui chez pas mal de gens, en particulier des cuisiniers et des œnologues qui nous vaccinent avec ça. Et pour la petite histoire, c'est un physiologiste qui avait décrit ça, et c'est une erreur de traduction qui a fait, je plaisante pas, c'est la réalité, c'est une erreur de traduction qui a fait qu'on a colporté cette cartographie de la perception des saveurs sur la langue. C'est une convention avec Bernard, c'est que je me permettais d'intervenir avec la clochette, d'être un peu le troublion. Et c'était tellement passionnant que j'ai pas osé l'interrompre. Voilà. Ceci dit, je vous fais référence il paraît que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il y a un proverbe qui dit c'est en coulant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. C'est joli, hein. Vous pouvez marquer. Hein. Voilà. Et ça m'a rappelé l'intervention, ça m'a rappelé 2 choses. La première, j'avais un grand-père qui disait souvent des phrases comme ça, et il disait « Accroche un pot de miel devant ta maison,
ta vie sera douce et sucrée. C'est joli, hein? Si c'est joli, des fois, vous pouvez vous permettre de dire, oh, c'est beau, hein? Voilà. Et puis, souvent, dans les fêtes, mon grand-père, il disait que boire, parce que j'ai parlé de manger avec le miel, etc., il disait que boire, ça fait appel aux 5 sens. D'ailleurs, il a démontré. Et si vous regardez bien, si vous réfléchissez bien, regardez. La première chose, eh bien, on boit le verre. La deuxième, on touche le verre. La troisième, on sent. La quatrième, on boit. Il en manque un. Votre santé. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père. Et mon grand-père, bon, on ne l'appelait pas grand-père, en vérité. On ne l'appelait pas non plus papy ni pépé. Mon grand-père, à moi, il s'appelait Pépère. Et mon pépère, il connaissait des tas d'histoires. D'ailleurs, dans son village, on l'appelait entre autres le conteur aux étoiles, parce qu'on disait qu'il connaissait autant d'histoires qu'il y avait d'étoiles dans le ciel. C'était pas dire, hein. Voilà. Et c'était marrant parce que chaque année, j'allais en vacances chez lui. Et il me faisait souvent mon université d'été, mon enseignement, ma culture scientifique, quoi. Et chaque fois, il n'y avait pas une... Toutes les occasions étaient bonnes. D'ailleurs, quelquefois, il me disait, je ne sais pas quoi faire, je vais faire la sieste. Donc j'allais avec lui. Et c'est là que Et il me racontait des choses. Et je me souviens, un jour, hein, je vous le dis entre nous, hein, mais ne le répétez pas. Et un jour, je me souviens, il venait toujours me faire le baiser de soirée. Et en venant me dire bonsoir, il me dit, Maniac, parce que chez nous c'est soit Maniac, soit Pichou. Il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quiconque truc. Et je lui dis, ben je sais pas, tu m'apprends des tas de choses. Et il me dit, et dans l'année, tu n'apprends pas des choses à l'école? J'ai dit, si. Il me dit, et comment ça se passe à l'école? Moi, vous imaginez, j'étais en vacances, je ne vous ai pas parlé d'école. Et puis, il faut que je vous dise qu'à cette époque-là, l'école, j'avais beau lui courir après, jamais je la rattrapais. Voilà. Et à ce moment-là, il avait toujours une méthode pédagogique très intéressante. Quand je lui disais que ça ne marchait pas, il se levait, il me regardait, il me filait un rébire-baïten, et puis voilà. Et puis un jour, pareil, il venait me faire un baiser de soirée, il me dit, alors Maniac, comment ça se passe à l'école? Moi, je ne vous ai plus parlé. Et puis, comme je ne sais pas mentir à mon grand-père, je lui ai dit, tu sais, à dire vrai, ça ne s'est pas bien passé encore cette année. Et là, il est resté stoïque. Je ne savais pas le mot, mais je l'ai appris. Stoïque. Et il me dit, ben, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as jamais mangé des bonbons d'intelligence. Écoute, dors, demain, je viens te réveiller avec des bonbons d'intelligence. Je vous jure, mesdames et messieurs, que ce soir-là, eh j'étais tellement content de m'endormir que j'avais l'impression d'être comme un lapin qui rentre dans une garenne. Et puis, je me suis endormi et j'étais bien. Je me suis pris à rêver. Parce que je savais que mon pépère, lui, il ne mentait pas. Il viendrait me réveiller avec les bonbons d'intelligence. Et vous me croirez si vous voulez, j'ai rêvé. J'ai rêvé que je faisais le collège, le lycée, les grandes écoles. Et juste au moment où je voyais les portes de l'Élysée s'ouvrir, ben quoi, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas que des grands rêves, il y a aussi des petits rêves. Hein. Eh bien, j'ai entendu un bruit dans les escaliers. J'ai ouvert les yeux, matin était arrivé. Et là, le bruit, c'était le bruit de Pépère qui montait les escaliers. Moi, je n'ai pas bougé. J'ai fait comme si rien n'était. Mais j'ai jeté la porte. Et puis, j'ai vu cette porte s'ouvrir. Et j'ai vu mon Pépère, fier comme un bar tabac. Il ne s'est pas approché de mon lit. Il est arrivé près de la fenêtre. Il a ouvert les volets. Et dans un halo de lumière, j'ai vu mon Pépère. Il tenait quelque chose dans sa main. Et les bonbons d'intelligence. Moi, j'ai fait comme si rien n'était. Et puis il s'est rapproché, et avant de me dire bonjour, il m'a fichu les bonbons d'intelligence sous le nez. Et moi, je le sentais. Et puis j'ai ouvert les yeux, j'ai dit bonjour Pépère. Il m'a dit Alicias Maniac. Et il m'a dit regarde, je te les ai amenés. Moi, je les ai vus, ils étaient là. Et alors, j'en ai pris un, et je l'ai mis à ma bouche. Oh, qu'est-ce qu'il était bon, ce bonbon d'intelligence. Et je le faisais tourner, rouler dans mon palais pour goûter ça, les bonbons d'intelligence. Mais au fur et à mesure que je le tournais dans ma bouche, je commençais à le reconnaître. C'était en vérité
des berlingots qu'il y avait dans la boîte en fer blanc, dans le buffet de la cuisine, comme ça. Et en plus, il les avait roulés dans la farine. Ouais, c'est ça. Et puis, il m'a interrogé du regard, il m'a dit, alors Maniac, ces bonbons d'intelligence, ils sont bons? Ben, je dis, oui, ils sont bons, père, mais tu sais, à dire vrai, je crois que tu as pris des berlingots de la boîte en fer blanc dans le buffet et tu as roulé ça dans de la farine et tu me présentes ça sur une coupole d'arpal toute blanche. Tu m'as regardé et me dit, tu vois, ça marche. Et là, je me suis aperçu que je vous donne la parole dessus. Je fais l'intermède. C'est moi. Et donc, je me suis dit, tiens, tu vas leur faire un petit mot, parce qu'en vérité, comme je vous ai dit, mon grand-père, j'ai appris beaucoup de choses de lui, et il m'a dit un jour, petit, tu sais, il y a 3 conditions pour être un homme parfait. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit oui. La première, c'est l'intelligence. Ma foi, maintenant, j'avais les bonbons. Je me disais, tiens, tu es peut-être un peu intelligent. La deuxième, c'est la mémoire. Et ouais, pour savoir d'où on vient, il faut savoir d'où on vient. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et la troisième, je ne m'en souviens plus. Alors voilà. Donc, ça veut dire que je vous ai écrit un petit mot. Tenez, regardez. Ne cherchez pas à lire mon nom sur mon papier. J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée, appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc sans rien me demander. Je n'ai jamais volé, entendons-nous bien, que mes instants de chance. Je n'ai jamais tué, si, que le temps qui passait. Mes poches sont trouées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte, je n'ai rien demandé, simplement je passais. Si je n'ai pas de nom, c'est que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi, je ne mendiais pas, n'étais même pas ivre. Mais s'il faut à tout prix mettre un nom sur vos livres, appelez-moi fumée, appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc sans rien me demander. Mesdames et messieurs, continuons pour cette bonne soirée. Vous me voyez comment à travers ce tamis? Pas tout à fait net, c'est flou. Les personnes apparaissent comme silhouettes, les maisons, les arbres, tout ce qui est grand, bien sûr, tout ça devient silhouette. On ne voit pas les mines des personnes. Et les couleurs s'estompent, ça devient tout à fait fade par rapport à ce que vous voyez vous. Et puis, on ne reçoit pas les informations qu'il faut pour vivre. Il faut que je vous raconte une histoire. Wow. J'avais un grand-père. Ce grand-père, il me disait toujours, et c'est ça qui m'a touché, je voulais le dire à la fin, mais là je le dis tellement, je crois qu'il a raison. Il disait qu'il n'y a de merveilleux que pour celui qui sait s'émerveiller. Voilà, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez, et c'est cadeau. Voilà. Je voulais vous raconter une histoire de 3 sœurs. Ça commence toujours par il était une fois 3 sœurs, une petite, une pitchoune donc, une moyenne et une grandasse, une gigue. Voilà. 3 sœurs qui, comme toutes les sœurs au monde, c'est bien connu, se disputaient et se jalousaient. La petite, la pitchoune, était jalouse de la moyenne. La moyenne, elle, était jalouse de la grande. Et la grande, trop grande, était jalouse des 2 autres. Mais un magicien,
Imaginez le mot magie, M-A-G-I-E. Si on prend les lettres et qu'on boulègue, on va avoir image. Voilà. De faire des images. On est des faiseurs d'images, on est tous des faiseurs d'images. Voilà. Donc, un magicien passait par là, un magicien qui ce soir-là avait envie de s'amuser un peu. Et des 3 sœurs parfaitement dissemblables, à savoir la grande, la moyenne et la petite, il fit, rien qu'en soufflant dessus, il fit, rien qu'en soufflant dessus, 3 sœurs égales en tout point. Non. À savoir, la première, la deuxième et la troisième. Les 3 sœurs remercièrent chaleureusement le brave magicien et celui-ci reprit sa route. Il y avait 3 chemins à droite, 3 chemins à gauche. C'était il y a fort longtemps. Lui, il a pris le chemin de gauche. Et quelle ne fut pas sa surprise de rencontrer deux frères jumeaux. 2 frères jumeaux qui, comme tous les frères jumeaux au monde, se disputaient et se jalousaient. Mais bon sang, pourquoi vous disputez-vous ainsi, leur dit le brave magicien. Songez que Dame Nature, selon son bon vouloir, selon son bon plaisir, il peut vous faire naître parfaitement dissemblables, à savoir un petit comme un grand. Et joignant le geste à la parole, il avait rendu les frères jumeaux parfaitement dissemblables, à savoir un petit comme un grand. Mais rassurez-vous, c'était un brave magicien et bientôt, très bientôt, il leur rendit leur taille normale. Il attendit le remerciement. Attendez, 1 jour, 1 an, 10 ans, 100 ans. Et comme ceux-ci ne vinrent pas, les remerciements, fou de colère, notre magicien attacha les 2 frères jumeaux sur un grand bateau blanc. Un bateau que l'on ne voit plus que dans les contes pour enfants. Et depuis ce temps-là, les 2 frères jumeaux ne forment qu'un gros point blanc au fil de l'eau. Et ce soir-là, comme le magicien et comme la mère étaient vraiment très en colère, personne ne le revit jamais plus, car l'histoire dit qu'ils étaient partis dans un pays où pour entrer, il faut une clé. Cette clé, mesdames et messieurs, s'appelle la clé de la liberté. Et ce pays, bon sang, c'est le pays du bonheur qu'on a tous au fond de notre cœur. Au niveau biologique, donc ce qui est un peu plus ma spécialité, on n'est pas vieux à un âge précis. On ne peut pas dire, tiens, on a 65 ans, on est vieux. Ça ne veut rien dire en biologie. Pourquoi? Parce que c'est un parcours, la vieillesse et le vieillissement. On vieillit, hein, c'est un processus lent, progressif, inéluctable, mais qui est propre à chaque individu. On a tendance maintenant à penser qu'il faudrait plutôt parler des vieillissements que du vieillissement comme quelque chose de commun à tout le monde. Ce qui en fait détermine quand même la singularité de l'être humain. Homogénéiser le vieillissement, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose et ça veut dire qu'on nie que chaque personne est singulière. Alors évidemment, le vieillissement en biologie va dépendre à la fois de sa génétique qu'on ne choisit pas et de son environnement qu'on choisit un petit peu plus quand même. Donc, même âge chronologique, peut-être, mais un vieillissement qui n'a ni homogénéité sociale ni biologique. C'est difficile, hein, mais c'est bien. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Ça me fait penser que mon pépère, il disait toujours aussi, décidément il repart mon pépère, hein, il disait, le rêve est une invitation à la connaissance. Là pour vous. Non, c'est vrai. Et ça me fait, c'est vrai, c'est beau. C'est beau tout ce qu'on entend là. Ça me fait penser à, vous savez, cette histoire, quand j'étais gamin, j'allais chez mon pépère et chaque soir, il s'est installé, parce qu'il était le compteur aux étoiles, donc il se mettait sur la placette, les gens venaient, je fais vite, vous inquiétez pas, dans 3 heures, un compteur, il aura fini. Non, il se mettait là comme ça, j'étais à côté de lui, il essuyait son pantalon, ses grosses mains, il faisait cric et les gens répondaient.
Ça voulait dire qu'il voulait entendre des histoires. Hein. Et visiblement, comme ce soir, tout le monde n'est pas du village de mon pépère, ils n'ont pas participé aux veillées. Ne vous inquiétez pas, une deuxième fois, il essuyait son pantalon, ses grosses mains, il faisait cric et les gens répondaient. Et comme il paraît que le fondement même de la pédagogie, c'est la répétition, ben, la troisième fois, il essuyait son pantalon, ses grosses mains, il prenait sa respiration, il faisait cric et les gens répondaient. Et toute la nuit, il racontait. Et toute la nuit, il racontait. Et moi, j'étais là en train de l'écouter. Et puis, bon, entre-temps, dans l'été, il était parti faire le berger. Il était monté à la colline aux étoiles. Moi, j'avais dit que je voulais aller avec lui. Et puis, il m'a dit non, il n'y a que les bergers qui peuvent y aller. Et donc, je me suis retrouvé seul avec ma mère. Hein. Et puis, elle m'a raconté ses autres histoires. Mais pour revenir à cette soirée-là, les gens, petit à petit, ben, ils sont partis, hein, parce que le lendemain, ils avaient du travail à la vigne ou au champ à faire. Hein, et fatalement, on restait Pépère et moi. Et par cette nuit diamantée d'étoiles, on faisait silence. Hein. C'est normal. Et moi, je disais à Pépère, Pépère, quel silence! Il me regardait, il me disait, bougredage, on dit jamais quel silence, on dit toujours, je n'entends rien. Et moi, je n'osais plus parler. Et puis, à un moment, je l'ai vu, cette grande traînée laiteuse. Ouais. Alors je me suis levé, j'ai dit, Pépère, je sais comment ça s'appelle ça. Il m'a regardé, il m'a dit, comment ça s'appelle? J'ai dit, eh bien c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il m'a dit, bougredage, qui c'est qui t'a appris ça? Ben, j'étais obligé de lui avouer que c'était ma mère au sortir du dimanche de la messe qui me racontait cette histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus tard, j'ai compris que c'était une histoire pas très catholique. Et Pépère, il m'a regardé, il m'a dit, hey, entendons-nous bien, moi je suis un laïc, un républicain, ça s'appelle la Voie lactée. Et pour que tu sois bien au courant, je vais t'avancer sur ton programme scolaire. Écoute d'où ça vient. Et voilà ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit que c'était il y a longtemps, au temps, dans notre village, on dit au temps où le temps ne savait pas qu'il était le temps. Et en ce temps-là, dans ce village, il y avait qu'on appelait Vigne-Vieille. Dans ce village, il y avait un homme qui s'appelait Baptiste. Ouais, mais comme il n'avait jamais rien fait de ses 10 doigts, parce qu'il était aussi bené que le vieux mulet du père Taillefer, enfin vous l'avez tous compris, parce que c'était l'idiot du village, on l'appelait Baptistin. D'ailleurs, chaque fois qu'on le voyait, on lui disait « Hé Baptistin, que vas-tu faire ce matin ?» Et lui, pour unique réponse, il affichait un large sourire angélique qui alimentait le bien fondé de son surnom, Baptistin. Chaque matin, il quittait sa modeste bâtisse, passait le col du Paradis et venait au village pour faire son marché. Mais sans le sou, on lui donnait bien des œufs, des légumes, des fruits, pensant qu'après tout, si le fameux proverbe, vous le connaissez, ce proverbe « aux innocents les mains pleines », si ce proverbe était fondé, on retrouverait bien un jour ce qu'on lui avait donné. Eh, ça s'appelle la charité. Ses emplettes terminées, il s'asseyait sur la placette et les yeux à demi fermés, il regardait longuement, et regardait encore. Mais lorsque midi pointait son nez, il s'en retournait à sa modeste bâtisse et plus personne ne revoyait Baptistin jusqu'au lendemain. Un matin, alors que le soleil avait pointé tard son nez dans la matinée, pas de Baptistin. On s'étonna. On se dit, après tout, bené comme il est allé se perdre sur le plateau de la Campe. Et chez nous, dans la Corbière, le plateau de la Campe, c'est aussi grand que le désert de la Crau. Mais ce n'est qu'au bout du 3e jour qu'on s'inquiéta de sa disparition. Alors, une délégation composée de monsieur le maire, de monsieur le curé, des anciens, ce qu'on appelle le Sénat chez nous. Cette délégation s'est rendue chez Baptistin. On frappa à la porte, personne. Mais la porte s'ouvrit. Et là, pour la première fois, les gens sont rentrés chez Baptistin. Oui, dans l'histoire et l'aventure de Baptistin, la maison de Baptistin. Et là, un étrange spectacle s'offrait à nos compères. En effet, sur chaque pan de mur, des dizaines et des dizaines de portraits illuminaient la vieille bâtisse. Tout le village était soigneusement dessiné. On pouvait voir le père Henri, Boucabeille, Tante Agathe. Tous les villageois étaient soigneusement dessinés. Mais un détail surprit.
chaque visage était traversé par un large sourire angélique. Et réfléchissez, comme il sourit au village, il avait fait en sorte que chez lui, tout le village lui sourit. On comprit vite que jamais plus on ne reverrait Baptistin. Et telle fut la vie de Baptistin et à Vignevieille, dont on parle encore maintenant, la preuve. Quelle étrange disparition quand même. Hein. Une légende, mais ce n'est qu'une légende, dit que le dernier jour où il était chez lui en train de peindre le portrait de la petite Fanny, belle comme un ange, un bruit sourd retentit à sa porte. Sans même se retourner, il ordonna d'entrer. Une silhouette imposante pénétra dans la pièce. « Je suis la mort, Baptiste. Je viens te chercher. » Affairé à son décès, il continua de peindre. Mais lorsque la mort s'approcha de Baptistin et qu'elle voulait l'entourer de son manteau de mort, elle posa un instant seulement, son regard sur le portrait de la petite Fanny. Elle en fut toute bouleversée. Jamais de mémoire de mort, elle n'avait vu un sourire d'un visage. Alors elle ne put continuer son travail et s'en retourna au royaume céleste, bredouille. Le maître du ciel, voyant la mort revenir bredouille, s'étonna et lui dit « La mort, pourquoi ne ramènes-tu pas Baptiste ?» Mais encore toute déconcertée, elle lui conta son aventure. « Diable, dit Dieu, un humain capable d'impressionner la mort est extraordinaire. Je veux le voir sur le champ. Nom de moi, retourne le chercher. » Cette fois-ci, sans même frapper, elle entre, sans même regarder Baptistin, et qu'il attendait, puisque son heure avait sonné. Et elle enveloppa Baptistin et l'amena au royaume céleste. Le maître du ciel, regardant longuement Baptistin, il lui dit « Baptiste, dis-moi Baptiste, pourquoi ne peins-tu que des visages humains? Rendez-vous compte, pour la première fois de sa vie de mort, on l'appelait par son vrai prénom. Baptiste, dit Baptistin. Hé, Bougredaz, réponds-moi, pourquoi ne peins-tu que des visages humains? Je sais pas. Peut-être tout simplement parce que les visages humains sont en vérité les plus beaux paysages du monde. La réponse parut convenir. Il amena Baptistin dans le jardin de la vie, lui montra la source de la vie, l'arbre de la vie, et lui dit, à partir de maintenant, tu continueras à peindre des paysages humains. En effet, chaque fois qu'un enfant naîtra, tu lui donneras un visage que tu auras toi-même confectionné et créé. Et tel fut, tel est, et telle sera la vie de Baptistin au royaume céleste. Il continue à peindre des paysages humains. Si vous n'êtes pas content de votre visage, vous savez maintenant à qui vous adresser. Mais alors que parfois, il est en train de faire le dernier portrait et qu'il jette un œil sur la terre et qu'il voit la tristesse et la désolation, il ne peut pas le donner. Alors, il le déchire encore. Et de ce tout petit paquet, il alimente la Voie lactée qui est en fait le grand sourire de l'humanité. Et les humains, lorsque vous êtes triste, ne regardez pas par terre, attendez la nuit, regardez la Voie lactée. Un picotement au coin des lèvres vous fera penser que Baptistin aime les sourires humains. Alors, si vous n'avez plus rien à offrir, offrez un sourire de votre visage. On a bien vu que, il n'y a de merveilleux que pour ceux qui savent s'émerveiller, que le rêve est une invitation à la connaissance et qu'on est tous là et qu'on est tous différents et pourtant uniques. Et depuis la nuit des temps, l'homme a dû chercher en lui le brin d'humanité qui est en lui pour sauver son devenir et celui de ses semblables. Et depuis la nuit des temps, les contes, les histoires qui nous permettent d'avancer pour nous permettre de dire que c'est en coulant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Je me répète, mais je le dis.
Mais en vérité, tout ça, c'est peut-être simplement qu'une histoire d'une bobine de fil. Une bobine de fil qui défile, juste pour vous avouer, mesdames et messieurs, qu'en vérité, la vie ne tient qu'à un fil. Pourtant, au fil du temps, on a souvent du fil à retordre pour filer droit. Dites-moi, vous suivez le fil de mon histoire? Oui. Mais au bout du compte, si je trouve en toi la force et l'amour que tu portes à la vie, ces bouts de vie, ces bouts de fil se mettront en boule, et grâce au sel de la vie, la parole, ces bouts de vie, ces bouts de fil se mettront en boule pour me permettre d'exprimer haut et fort qu'en vérité, je tiens au fil de la vie. Et putain, vivre ensemble, rire ensemble, c'est peut-être vivre ensemble, non? Même en vieillissant, ben, je sais pas, je suis toujours en colère. Voilà. Et chaque fois, ben, là c'est ma grand-mère qui me disait, il faut que je te raconte une histoire. Imagine, c'est dans un royaume, un roi. Un royaume, un roi, c'est normal. D'accord. Et dans ce roi, et dans ce royaume, ce roi, il a toujours fait la guerre avec tout le monde, même avec sa femme. Et il a un enfant, qui est le prince. Et un jour, le roi casse sa pipe et c'est le jeune prince qui devient roi. Et lui, il en a marre de voir, il hérite de la couronne, mais il hérite aussi de tout ce qui est à côté, des agréments. Et donc, il hérite des conflits. Et il n'en veut pas. Il n'en veut pas, lui, des conflits. Et pourtant, il doit faire la guerre avec tout le monde. Alors, il appelle son sage. Et son sage lui dit, écoute, j'ai entendu, laisse-moi du temps. Et le sage quitte le château et va dans sa cabane, au fond de la forêt. Et là, le temps passe. Et puis, curieusement, ben, la guerre qu'il faisait avec le pays depuis la nuit des temps, elle s'arrête. Il y avait les autres pays aussi, comme ça. Et puis au bout d'un moment, la guerre civile, elle aussi s'arrête. Et la paix arrive enfin. Et là, le roi, il est, j'ai pas de mots pour le dire. Voilà. Alors il appelle son sage et lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la diplomatie? Le sage lui dit, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le sage lui dit, je vais te le dire. Tu vois, quand tu m'as dit que tu voulais plus cette guerre, eh bien tu sais, moi, je suis parti du château, je suis allé dans la forêt, je me suis mis seul dans ma maison, et puis là, j'ai essayé de faire la paix en moi. Ça a pris du temps. Et quand j'y suis arrivé, j'ai attendu simplement qu'elle se répande. Il me reste encore une dernière que je vous donne. Et c'est l'histoire d'un sage chinois qui marche sur la route avec ses apprentissages. Et puis il pose une question. Il pose une question et il leur dit, sans même les regarder, il dit, dites-moi, mes jeunes apprentis, jeunes padawans, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Quand est-ce que la nuit se couche et que le jour se lève? Oh là là, il commence à marcher, marche aujourd'hui, marche demain, tant que tu auras marché, tu auras fait du chemin, dit le proverbe. Et puis au bout d'un moment, un des trois, il se lance, il dit, maître, je sais, je crois savoir. Non, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas, mais il ne fait pas semblant. Alors il dit, ben moi, il m'est avis que, à ta question, quand est-ce que la nuit se couche et que le jour se lève, c'est en vérité quand on regarde l'horizon et qu'on voit deux arbres
proches l'un de l'autre. Et puis petit à petit, avec le brin de lumière, on s'aperçoit qu'ils sont différents. L'un est un olivier et l'autre est un amandier. Et si on arrive à les différencier, eh bien là, on peut dire que la nuit vient de se coucher, que le jour vient de se lever. Le sage, il regarde, dit, c'est une belle réponse, mais c'est pas ce que j'attendais. Alors, le deuxième marche, il marche, et puis au moment, le deuxième se lance et dit, moi, je crois savoir. Je vais essayer. Mais il m'est avis que, à ta question, quand est-ce que la nuit se couche et que le jour se lève, c'est quand on regarde la même montagne. Mais c'est plus des arbres qu'on voit, c'est deux animaux à quatre pattes, identiques. Mais avec la lumière, on s'aperçoit que l'un est un chien et que l'autre est un loup. D'où l'expression entre chien et loup. Le sage le regarde et dit, c'est une belle réponse, mais c'est pas ce que j'attendais. Alors, le troisième se lance et dit, ben moi je crois peut-être savoir, allez j'y vais. En vérité, on peut dire, l'instant où on peut dire que la nuit se couche et que le jour se lève, c'est quand au sol, on prend une pierre et qu'on la met dans sa main, une pierre dans chaque main. Et quand on ouvre, on s'aperçoit que l'un, c'est un simple caillou et que l'autre, c'est une pierre précieuse. À ce moment-là, on peut dire que la nuit se couche et que le jour se lève. Et le sage le regarde et dit, c'est une belle réponse, mais c'est pas ce que j'attendais. Et il marche, en silence. Et puis, à un moment, le sage dit, moi je peux vous donner ma vérité, mais ce n'est que ma vérité. À ma question, à quel moment la nuit se couche et que le jour se lève, eh bien, vous aviez raison, c'est à l'horizon qu'il faut regarder. C'est à l'horizon quand on voit une silhouette. Et quand on voit que cette silhouette se rapproche de nous, et que cette silhouette, ça devient, c'est un homme, mais ça devient un ami, et ça devient un frère, alors là, au nom de l'humanité, on pourra dire seulement que la nuit vient de se coucher et que le jour vient de se lever. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Des graines de pensée. Rien ne pousse qui n'ait été semé. Allez, semez.